avec Panzi. Je vais demander à Bérangère et Adélaïde de venir. Aussi à la représentante de Fight for Dignity et de Lobo. Loba, pardon, Loba. T'es où? Oh, ton sac, je tâche. Ah, super. Voilà. C'est chouette, elle est Véronica. Oui, oui. Je suis un peu émue. Non, j'ai entendu une petite partie. Oui. Je dois dire combien je dois expliquer. Comment? Non, parce que le format, je dois parler, je dois dire juste une info à la chère Mukwege, ce qu'on fait, quoi. Et puis on a le plaisir d'avoir Véronique de Kaiser qui est arrivée. donc vraiment, on a... Tout le monde est là pour vous parler de Panzi et de la chère Mukwege. Voilà. Alors Véronique, je pense que je te donne la parole pour introduire. Oui, je vais introduire, mais je voudrais dire à quel point j'étais touchée de voir, j'ai même pas encore enregistré son nom, la maman qui vient de nous parler de Bukavu. Et j'en vois tellement là-bas de ces femmes qui ont été violées, qui ont été soignées par le docteur Mukwege. Et chaque fois, je me dis, comme pour les enfants, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? Parce que le temps qu'elles peuvent passer pour se réparer à l'hôpital de Panzi est assez court. Et même s'il y a beaucoup de soins autour, même s'il y a des médecins, même s'il y a des psychologues, des juristes, la reconstruction est tellement lente de ça. On s'en tire quand on a autour de soi des gens comme Muriel, comme d'autres, et puis des familles qui nous aiment. Mais ça prend tellement de temps et ça prend toute une partie de la vie de se refaire. Et donc, j'étais vraiment très, très touchée de voir ça, Julia. Allez, comme tu dis, elle est devenue blanche, toi, tu es devenue noire et on s'en sort. Bon, moi, je ne sais pas encore très bien si je suis blanche ou noire, mais enfin, je suis un petit mélange des deux. Alors, bonjour à tous et excusez-moi d'arriver aussi tard. Adélaïde, qui travaille avec moi, et je vais vous dire quelques mots, est ici. Et Bérangère Taxil. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique ici? D'abord, peut-être un petit mot sur le travail que l'on fait auprès du docteur et pourquoi on a créé à ce moment-là ce qu'on appelle une chaire, puisque nous sommes des universitaires ici, et on a créé une chaire et je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'objectif, finalement, c'est de se mettre tous ensemble pour solutionner ou pour aider à résoudre les énormes et les multiples problèmes que l'on rencontre en soignant des personnes qui ont été atteintes de violences sexuelles ou en soignant des enfants qui ont été atteints de violences sexuelles. Il y a, comme tu l'as dit, Muriel, ce sont les mêmes symptômes partout, c'est universel, la reconstruction est lente, mais les conditions de la reconstruction peuvent différer très fortement lorsque nous sommes ici en France, lorsque nous sommes en Belgique, ou lorsque moi je suis avec les enfants violés dont je m'occupe, dans le village de Kavumo ou dans le village de Bunyakiri. Et je suis sûre que quand je dis ces noms de villages, ça doit rappeler des choses à la maman qui vient de nous parler. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, Mukwege, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé son hôpital à Panzi. Il voulait faire quelque chose pour les femmes violées. Il avait, disait-il, une dette envers la société chez lui, parce que lui, il s'en était tiré, lui n'avait pas été violé, lui n'était pas mort quand on voulait l'assassiner, c'est son garde-corps qui était mort, et cette idée qu'on est tous des survivants quelque part, mais qu'on a une dette vis-à-vis de la société, c'est très fort chez certains. Et chez Mukwege, ça a primé surtout. Et donc il a bâti cet hôpital de Panzi, et puis il a soigné énormément de femmes, et puis on a fait des films là-dessus, et puis il a obtenu le prix Nobel de la paix, et c'est une très belle histoire. Mais la réalité, elle est toujours là. La réalité, elle est toujours là. Et les massacres de masse, par exemple, dans des régions qui ne sont pas très loin de Bukavu, eh bien, elles continuent.
il y a des milices qui aujourd'hui massacrent, violent, torturent les hommes, les femmes, les enfants dans un village et puis passent le lendemain ou 2 jours plus tard dans un autre village et ça recommence et puis ils font un 3e village, un 4e. Tout ça pour semer une sorte de stratégie de la terreur dans cette région qui est riche, qui est une bijouterie à ciel ouvert, qui est riche de coltan, qui a des ressources minières extraordinaires. Donc, pour exploiter illégalement ce coltan, les milices, payées par des tas de gens, dont on ne va pas refaire ici l'analyse, mais répandent une stratégie de terreur qui fait qu'aucune entreprise occidentale ou aucune entreprise organisée n'ose venir s'établir là-bas. Donc, on pille, on revend, on pratique la guerre, on torture et on viole. Et ça a été en toute impunité jusqu'à très longtemps. Mukwege a donc décidé de partir en guerre contre ça. Il a créé son hôpital et puis il a soigné des milliers et des milliers de femmes. Des milliers. Et aujourd'hui, ça continue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on commence à faire, mais de plus en plus, on pratique des viols d'enfants. Pratique des viols d'enfants, mais des viols terribles, des viols sauvages. Il y a, comme partout ailleurs, de la violence sexuelle intra-domestique. Il y a des incestes comme il y en a, hélas, en France, en Belgique, etc. Mais je parle de viols qui sont vraiment des viols de guerre, avec des objets contondants, avec des perforations de l'utérus, avec des sodomisations de petits bébés de 7 mois. C'est ce que j'ai vu la dernière fois que j'ai été. C'est absolument hallucinant. Et ces viols-là, ils continuent. Mais malheureusement, les enfants, ils ne peuvent pas rester dans l'hôpital après. Les enfants, on ne va pas les faire grandir dans un hôpital alors qu'ils ont une famille qui les attend dans les villages. Et donc la maman, elle vient vite pour que le bébé soit opéré, pour qu'il survive. Et puis après, directement, mais 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, elle repart dans son village. Et en 10 ans, il y a eu plus de 2500 petites filles qui ont été violées là-bas. Alors un jour, quand j'étais là-bas, c'était en 2015, j'avais vu une opération avec un bébé de 6 mois et j'ai dit à Mukwege, mais tu en fais quoi? Alors il dit, je ne sais pas ce que j'en fais, mais je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Et alors je me suis dit, mais au fond, on va créer une association et on va aller on va former des équipes congolaises qui vont rester dans les villages, s'occuper, rechercher tous ces enfants, toutes ces fillettes qui avaient été violées à l'âge de 2 ans, à l'âge de 3 ans, pour qu'elles aillent à l'école. On a fait de la thérapie par le jeu, on les suit à domicile, elles ont des soins de santé, etc. Et ça a été le démarrage de tout ça. Mais moi, je suis psychologue, je suis professeur de psychologie, Adélaïde est professeure de psychologie aussi. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est violence sexuelle à l'égard des enfants. Mais les cas que nous avons là, nous ne les avions jamais vus. Des cas pareils, jamais. Et je me suis dit, et j'ai discuté avec mon collègue, je lui ai dit, mais il nous faut plus que nous deux, nous trois avec notre équipe congolaise. Et il m'a dit, ben, écoute, si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Et c'est à ce moment-là que je suis revenue vers mon université de départ, j'étais voir le recteur, j'étais voir Adélaïde, je dis, mais on va faire une chaire Mukwege. Alors une chaire Mukwege, il était devenu prix Nobel de la paix à ce moment-là, mais l'idée de la chaire, elle date d'avance au prix Nobel, bien entendu. Et elle... Il n'était pas encore prix Nobel, non? Et alors, on a dit au recteur, on va faire une chaire. Alors, une chaire internationale, pour que ça fasse vraiment très bien. Mais une chaire avec d'abord des amis. Moi, je suis un peu noire de ce côté-là, je crois. Il me faut ma tribu, il me faut ma famille, il faut la confiance. J'amène mon mari avec moi, il est là-bas tout au bout, je ne bouge pas sans lui. Bon, toi aussi, tu amènes le tien, bon, c'est la smala. Et comme ça, on se dit, on est en confiance. Et j'ai cherché dans le monde scientifique, et le monde scientifique, il est plein de valeurs magnifiques aussi, j'ai cherché un réseau qui était d'abord le réseau des universités qui avait donné un doctorat honoris causa à Mukwege. Et on est allé chercher là-dedans des gens qui partageaient cet enthousiasme, cette volonté vraiment
d'aider à la reconstruction, d'aider à la lutte contre le déni, contre l'impunité et à la reconstruction des femmes et des enfants. Eh bien, il y en a beaucoup. Eh bien, Bérengère elle-même, et cette chaire, elle a pris force et vigueur. Elle a pris force et vigueur et elle fait son premier congrès international dans un mois. Et nous sommes extrêmement nombreux. Il y a des participants, il y a une centaine d'intervenants. Ils viennent de 16 pays différents. Il y a énormément d'intervenants qui viennent d'Afrique, de différents pays d'Afrique, qui ont connu des horreurs identiques à celles dont on vient de parler maintenant. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a l'Irak à cause des Yézidis. Et puis, il y a des universités canadiennes, américaines, etc. etc. Et l'idée, c'est d'avoir une confrontation entre nos pays occidentaux et ces chercheurs qui viennent littéralement de régions qui sont en guerre. Et en plus, d'avoir une triangulation avec les ONG qui sont sur le terrain. Parce qu'elles ont des exemples. Par exemple, il y a des thérapies qui ne marchent pas en Afrique. Pour des raisons culturelles, on ne va pas commencer à faire de l'hypnose comme le font certains, parce que tout simplement, si on hypnotise, on va dire qu'on est des sorciers, et puis on va dire que certains de ces enfants sont des enfants dits sorciers, et à ce moment-là, ils seront exorcisés, ils seront mis à mort, etc. Donc le contexte dans lequel on va travailler, c'est ça que j'insistais tout à l'heure avec Muriel, les symptômes sont les mêmes, mais ce qu'on peut employer comme technique va varier vraiment d'un contexte à un autre, mais nous devons rassembler toutes ces expériences. Nous devons nous mettre tous ensemble pour ça, et on a commencé l'année dernière à lancer ce gros machin. On est déjà en train d'écrire des bouquins ensemble, de créer des nouveaux instruments, de filer dans le colloque de l'une et de l'autre, et je pense qu'avec cet enthousiasme, cette volonté commune et le fait qu'on va pouvoir lutter tout ensemble contre le déni incroyable, parce que même en RDC, on dénie complètement. Viol d'enfant, on ne veut pas en parler. Non, ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans notre coutume. On dit, mais Madame de Keyser, vous avez bien un Dutroux chez vous, alors pourquoi venez-vous nous faire la leçon, quoi. Donc, c'est tout ça qu'on travaille ensemble, avec les meilleurs outils, je pense, qu'on peut trouver aujourd'hui au niveau scientifique, mais aussi avec la même empathie et le même amour du terrain et de ces survivantes et de ces victimes aussi que l'on rencontre. Et je pense qu'avec ça, c'est un cocktail qui est absolument détonnant. Donc voilà ce que nous faisons. Adélaïde, qui est la grande organisatrice du congrès, parce que moi je suis juste celle qui rêve, mais qui a tout de même les pieds sur terre. Je suis celle qui suis le plus en RDC et dans les villages, mais en même je pense que la cheville ouvrière de tout ça, on laisse la place aux jeunes. Hein. Il faut qu'ils se mouillent un peu aussi. Voilà le petit message que je voulais vous dire. Et merci en tout cas pour tous vos témoignages et pour tout ce que vous faites. Et je me sens ici en famille. Voilà, merci beaucoup Véronique pour ces mots d'introduction. Je vais prendre un peu la parole aussi pour expliquer nos contacts avec le docteur Mukwege et aussi le fonctionnement de l'hôpital de Panzi. Alors dans le programme, j'ai vu balistique, c'est holistique, je ne sais, oui, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, mais je me dis, c'est pas tout à fait la même chose, mais même si c'est vrai, et je vais y venir, le docteur Denis Mukwege aimerait bien qu'il y ait une reconnaissance, évidemment, psycholégale, médico-légale de ce qui se passe, hein, donc on n'est pas dans la balistique à proprement parler, mais voilà.
Alors, donc le docteur Denis Mukwege, comme Véronique de Keyser vient de vous expliquer, a donc monté son hôpital pour venir en secours à ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles très graves. Et il est arrivé à Liège au bout d'un moment où il s'est rendu compte qu'en fait, et c'est un peu une démarche qu'on a observée ici en Europe aussi, c'est qu'à un moment, les médecins se rendent compte qu'ils réparent ou qu'ils soignent physiquement les victimes, mais qu'il y a tout le pan psychologique qui reste et qui manque. Et donc, le docteur Mukwege est arrivé en 2014, avec, à l'époque, c'était le ministre Labi en Belgique, qui l'avait accueilli. Et il est arrivé au CHU de Liège, il avait plein de médecins devant lui, et il a dit, ben voilà, moi je viens parce que j'ai déjà plein d'aides de médecins, on m'aide sur le plan chirurgical, on m'amène de la laparoscopie, j'ai déjà beaucoup d'aides, mais je me rends compte qu'une fois que j'ai réparé physiquement ces patientes, il reste encore beaucoup de travail, et notamment sur le plan psychologique, et là je me trouve tout à fait démunie. J'ai besoin d'aide de psychologues cliniciens. Et donc, c'est là que l'Université de Liège a embrayé et Véronique de Keyser, en tant qu'ancienne doyenne de la faculté de psychologie, était évidemment présente aussi. Et donc, voilà comment le pilier psychologique est arrivé dans l'hôpital de Panzy. Donc, à côté du pilier médical, le pilier psychologique. Et je pense que ça résonne évidemment avec ce qui se passe aussi en Europe, où de plus en plus, on se rend compte que le plan psychologique et le psychotraumatisme, dont on ne parlait pas tant il y a 10 ans, en 2009, maintenant est un sujet d'actualité, aussi dans la sphère scientifique, où on a énormément de journaux, de revues scientifiques qui traitent du traumatisme psychologique. Alors, à côté des deux piliers psychologiques et médical, le docteur Mukwege a très vite mis en place un autre pilier qui est le pilier juridique. Là, je vais peut-être laisser ma collègue Bérangère un peu en parler. Donc, l'idée, évidemment, c'est une clinique juridique et qui est là pour le suivi juridique pour les victimes. Mais je vais laisser ma collègue en parler un petit peu plus. Et le quatrième pilier, c'est la réinsertion socio-économique. Parce qu'il faut que les victimes ne s'enferment pas dans leur position de victime. Et je pense que Muriel travaille comme moi là-dessus. Donc moi, je suis professeure à l'Université de Liège en psychotraumatisme. Un de nos chevals de bataille, c'est de sortir les victimes de leur position de victime, qu'elles puissent retrouver d'autres identités que celles de victimes. Et donc là, la réinsertion socio-économique est évidemment indispensable. Et donc, le docteur Mukwege a mis en place tout un service qui essaye de gérer une réinsertion en apprenant un métier aux dames, en leur redonnant confiance en elles-mêmes, en leur montrant ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles sont capables de faire. Elles ont un petit magasin, elles vont faire des sacs, des vêtements qu'elles vont vendre pour petit à petit pouvoir ressortir de l'hôpital et reprendre une activité. Et là, c'est vraiment la reprise de l'autonomie, et donc de l'autonomie en tant que femme, et plus de l'autonomie, pas d'une autonomie de victime, avec un statut de victime qui est en plus là-bas évidemment extrêmement stigmatisé. Donc beaucoup de femmes n'osent plus retourner dans leur village, dont elles sont souvent exclues. Le mari ayant été exclu aussi, ou ne voulant pas reconnaître sa femme, et donc avec des personnes qui sont vraiment laissées à l'abandon. Donc c'est vraiment cette volonté de reconstruire les femmes victimes de violences et les enfants sur tous les plans, médical, psychologique, socio-économique et juridique. Alors je voulais juste revenir aussi sur un point aussi important, c'est que le docteur Mukwege est un médecin, chirurgien, mais qui a aussi fait une thèse de doctorat qu'il a défendue à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, c'est un scientifique aussi. C'est-à-dire que lui, il a besoin de preuves scientifiques et il veut avancer avec des méthodes qui fonctionnent. Et donc, il est vraiment à la recherche d'appui scientifique sur leur méthode et de montrer, de prouver que telle méthode fonctionne ou que telle autre ne fonctionne pas. En sachant qu'il y a évidemment des spécificités culturelles, on en parlait avec Madame de Keyser ici, notamment peut-être par rapport à l'hypnose, avec des méthodes qui peuvent marcher en Belgique ou en France et qui ne marcheront pas là-bas. Et donc, on est vraiment, nous, dans un travail avec le docteur Mukwege sur les différentes techniques, ici, évidemment, plus sur le plan psychologique, et de réfléchir, de faire des études pour voir quelles sont les méthodes qui fonctionnent le mieux, qui sont le plus efficaces, aussi en fonction du type de victime, enfant, adulte, etc.
Et puis, dernier point, avant de laisser la parole aux autres, parce que je ne vais pas monopoliser, je voulais revenir sur le caractère universel, hein. Et là, je pense qu'avec le témoignage qu'on vient d'avoir, on a vraiment des composants tellement universels du traumatisme psychologique que c'est incroyable. Et donc là, on se rend compte que partout sur la Terre, dans le monde, les victimes vont passer par des symptômes vraiment similaires, mais alors après, elles ne vont pas toujours les exprimer de la même manière, et surtout, les facteurs de résilience ne sont pas les mêmes. Par exemple, au Congo, en République démocratique du Congo, et plus largement en Afrique, la communauté est un facteur de résilience qui ne fonctionne pas de la même manière chez nous, par exemple. La religion aussi. Donc, il y a toute une série d'autres appuis, d'autres leviers de résilience, et là, c'est très important, et notamment la chaire internationale qu'on a mise en place vise à étudier ces facteurs de résilience qui vont avoir des aspects universels, c'est-à-dire qu'on va les retrouver partout, et puis vous aurez des facteurs de résilience culturels, donc certains qui seront spécifiques à une culture et qui vont peut-être prendre dans un pays, voire dans une région d'un pays, et pas ailleurs. Et donc là, c'est vraiment un point très important. Et là, moi, je voulais vraiment soulever la dissociation. Et donc, nous accompagnons les psychologues de l'hôpital de Panzi. Donc, on a une fois par mois une intervision avec eux par Skype où on parle de cas qui les mettent en difficulté. Et vraiment, c'est le caractère dissocié des victimes qui est évidemment le point le plus important et sur lequel on travaille énormément. Et ce phénomène dissociatif qui s'exprime de nouveau de manière universelle. Voilà. Et on est là pour répondre aussi à vos questions. Merci. Aujourd'hui même, Denis Mukwege et Nadia Mourad ne sont plus les derniers prix Nobel de la paix en date, mais ils le resteront. Juste aujourd'hui, c'est désormais le Premier ministre éthiopien. Mais j'ai été très marquée à Oslo par les points communs et aussi les divergences entre les deux discours des lauréats Denis Mukwege et Nadia Mourad, parce que Nadia Mourad, victime yézide de Daesh, esclave sexuelle, insistait beaucoup sur le droit à la justice, son droit à la justice, mais le droit des femmes yézides violées en Irak et en Syrie. Et dans cette dimension, eh bien oui, les attentes des victimes sont très grandes à l'égard du droit, à l'égard de la justice. Le droit international s'est développé énormément, je le disais déjà ce matin, ces 20 dernières années, pour élaborer un triptyque fondé sur le droit à la vérité, qui implique un droit à la reconnaissance qu'on a été victime, le droit à la justice, puis le droit à la réparation. Mais de quelle justice, de quelle réparation? Les formes sont extrêmement multiples et face à l'impunité qui règne ici comme là-bas, eh bien c'est un signe d'échec toujours. Le droit arrive après les faits très souvent, la justice bien sûr arrive après les faits. Donc sur un constat d'échec, comment rebâtir quelque chose? Voilà quels sont l'un des objectifs, du pilier juridique des chercheurs dans la chaire Mukwege, fondé sur ce constat d'attente énorme. Et différence, disais-je, entre les deux lauréats, eh bien, Denis Mukwege insistait beaucoup moins qu'auparavant, peut-être qu'il n'y croit plus autant, sur le besoin de justice, le besoin de punition des auteurs. Il insistait beaucoup plus sur la responsabilisation des États. Ce que j'évoquais déjà ce matin, est la responsabilité des États pour la protection des victimes et la protection de la société tout entière qui a été détruite, qui a été abîmée, qui a été déchirée et dont les conséquences, Muriel Salmona l'a abondamment décrit dans ses ouvrages, sont les mêmes à l'échelle d'une société post-conflictuelle. Lorsque le viol comme arme de guerre, comme tactique de guerre a été pratiqué pendant plusieurs années, eh bien, il y a une porosité qui a là aussi été établie par les historiens, bien sûr, mais par les juristes aussi. Il y a une porosité entre les temps de guerre et les temps de paix qui fait que le viol devient une norme sociale et se répand. Et donc, l'idée d'établir une justice post-conflictuelle, c'est aussi, bien sûr, l'idée selon laquelle la justice est un instrument de paix. Donc, pour faire bref, eh bien, la justice en RDC, quelle est-elle? Elle est le constat d'une impunité
d'une impunité généralisée parce que elle repose avant tout sur une logique pénale. Or, quels sont les obstacles? On en a déjà vu pas mal ce matin, mais quels sont les obstacles pour une victime? Eh bien, le fait de voir son bourreau puni est une chose qui va nécessiter qu'elle soit replacée face à son bourreau, qui va nécessiter un processus extrêmement long, qui n'aboutit pas toujours. Et lorsqu'il aboutit, eh bien, au mieux, il va y avoir une condamnation pénale et après. Mais après, le droit ne s'arrête pas, la justice s'arrête, mais les victimes restent. Et puis, dans tous les questionnements, il y a la réparation qui est due non pas seulement à la victime, mais aux victimes indirectes. Et Denis Mukwege est une victime aussi. Donc voilà, le pilier juridique repose bien sûr sur l'approche holistique de la clinique de Panzi, où sur place, eh bien, la clinique de Panzi est aussi une clinique juridique qui accompagne les femmes dans la découverte de leurs droits, l'appréhension, la maîtrise, la connaissance du fait qu'elles ont le droit à commencer par le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, et qu'à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle du droit congolais, que ce soit à l'échelle du droit international, du droit africain, du droit européen, tous les outils existent pour prévenir, pour punir et pour réparer, mais l'effectivité est totalement inexistante. C'est là que les chercheurs sont indéniablement utiles pour décrypter, analyser et proposer. Merci. Voilà, je voulais juste rebondir peut-être sur 2 points ici, parce que Bérangère parlait de l'impunité en République démocratique du Congo. Quand on a entendu les pourcentages dont parlait Muriel tout à l'heure, qu'on a 0,03%, on n'est pas loin de l'impunité aussi. Enfin, sur certains points, évidemment, il y a le suivi, mais voilà, il faut savoir qu'ici, le suivi judiciaire, on est dans un autre cadre, mais finalement, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des victimes. Je voulais revenir aussi sur le point que les 4 piliers sont vraiment intriqués et dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance juridique ne pourra pas se reconstruire sur le plan psychologique et vice-versa. Donc il y a vraiment une intrication des 4 piliers, et je pense que cette intrication des 4 piliers, elle se retrouve ici aussi dans nos pays, en France, en Belgique. Quelqu'un qui perd son travail ou qui n'arrive pas à avoir une reconnaissance juridique va rester dans son statut de victime. Quelqu'un qui va rester avec des problèmes physiques après un viol va aussi garder des séquelles psychologiques. Donc il y a vraiment une intrication très forte de ces piliers juridiques, psychologiques, médicaux et socio-économiques. Et je pense que ce n'est pas qu'en Afrique, c'est évidemment dans nos pays aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie que ces recherches prennent une plus large ampleur. Et enfin, le congrès. Donc le congrès a lieu à Liège le 13, 14, 15 novembre. Avec le 13 novembre, une cérémonie d'ouverture. Et puis le 14-15 novembre, vous pouvez aller sur le site, vous tapez Congrès Mukwege, vous avez directement ça dans Google, avec chaque fois donc une matinée médecine, une après-midi psycho, une matinée socio-économique, réinsertion socio-économique, et l'après-midi juridique. Et donc, pour que tout le monde puisse participer à tous les piliers. Je vous informe que c'est quasi complet, mais bon, voilà, parce qu'à un moment, on ne saura plus accepter les personnes, mais on essaiera de voir dans quelle mesure aussi des rediffusions seraient possibles. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Je ne sais pas si les techniques sera prête avant toi. Ah, tu as une vidéo aussi. Je ne sais pas, je crois que c'est format Mac. C'est pas grave, je vais faire sans. J'avais un petit PowerPoint. Voilà. Donc, on voit bien toute la transversalité, les mêmes problématiques que l'on retrouve, la problématique de la reconnaissance des violences, reconnaissance des atteintes aux droits, reconnaissance de la personne, reconnaissance des atteintes très graves à l'intégrité physique, l'intégrité psychique, l'intégrité au niveau de tous les constats de la vie. Et cette importance déjà de remettre le monde à l'endroit,
par rapport à... Parce que là, je voulais rajouter ça à ce qui a été dit, parce que c'est aussi un élément qu'il va falloir travailler énormément aussi dans le cadre de la chaire Mukwege. On en a beaucoup parlé depuis hier, mais c'est le travail sur les stéréotypes, le travail sur la culture du viol, le travail sur la mise en cause des victimes. Quand Adélie, tu parles de pas rester dans son statut de victime, mais on les emprisonne dans un statut qui est un statut de discrimination, parce que victimes, elles le sont, elles le resteront, avec une reconnaissance, avec des droits, mais ce qui est catastrophique, c'est qu'on leur renvoie qu'elles n'ont aucune valeur parce que justement elles ont été victimes de violences. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument travailler, parce que sinon, si on laisse continuellement proliférer ces idées, cette propagande contre les victimes, elles vont continuer à subir injustice sur injustice et avoir une estime de soi catastrophique. Alors là, on va aborder justement la restauration aussi de l'estime de soi, qui passe aussi par le corps, la reprise en fait d'une certaine maîtrise de son corps, qui est vraiment le bonheur de nouveau d'habiter son corps. Voilà, je vous laisse. Je suis désolée, je prends beaucoup la parole, mais je suis évidemment tout à fait d'accord avec toi, Muriel. Peut-être juste un point, je trouve que là, on voit bien combien le traumatisme psychologique est en fait un phénomène aussi sociétal, donc qui est ancré dans la société, et où il n'y a pas que le travail avec les victimes qui doit être fait, mais aussi avec la société de manière plus large. Et nous, il y a vraiment un gros problème d'exclusion, de discrimination, qui est très présent en République démocratique du Congo, et donc des projets de recherche dans les villages où les villageois peuvent réintégrer et réaccepter la victime. Là, il y a un travail qui doit être fait aussi avec les villageois et pas qu'avec les victimes. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter du coup l'association LOBA. Donc, je suis Héloïse Onumba-Bessonnet, je suis franco-congolaise et j'ai repris mes études l'année dernière en victimologie. J'ai fait mon mémoire de recherche sur le viol utilisé comme arme de guerre en République démocratique du Congo et notamment sur la prise en charge des femmes victimes de ce traumatisme et notamment sur la prise en charge pluridisciplinaire. Donc pour tout ce qui est de l'association LOBA, elle existe depuis 2008. Elle a été créée par Bolewa Sabourin et William Jaboum. Donc Bolewa Sabourin est franco-congolais également, William Jaboum est franco-camerounais. Et donc ce sont deux danseurs et l'idée c'était vraiment de se retrouver autour de l'art. Donc vraiment le but de LOBA, qui signifie « exprime-toi » en lingala, qui est une langue parlée en République démocratique du Congo. Le but vraiment de cette association à la base, c'était vraiment de mettre l'art au service de la cité au sens large du terme. Donc comment faire pour créer des moments à Paris et en région parisienne, puisqu'on habite à Paris, pour justement recréer des rencontres autour de l'art, que ce soit l'art de la danse, la photographie, la vidéo, l'art culinaire, le chant. Donc ils ont vraiment créé des rencontres pendant de nombreuses années autour de ces thématiques-là. Et en fait, en 2016, le docteur Denis Mukwege est venu à Paris faire une conférence. Et c'était une conférence où il y avait beaucoup de la diaspora congolaise. Et donc, où il a fait ce constat assez simple, c'était que la psychothérapie classique ne fonctionnait pas forcément sur les femmes victimes du viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo, et qu'il fallait, du coup, pourquoi pas trouver des outils d'expression, de libération de la parole, pour que les femmes puissent, par un autre moyen, justement reprendre un peu confiance en elles, se réapproprier leur corps et permettre ensuite de libérer leur souffrance. Donc à partir de là, Bolewa Sabourin l'a un peu interpellé pour lui dire voilà, nous, en tant que franco-congolais, on vit en France, on n'a pas forcément vocation à vivre en République démocratique du Congo, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pouvoir aider nos familles, mine de rien, nos familles éloignées, nos frères, nos sœurs. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, en vivant ici, pour essayer, en tout cas, d'aider ou de sensibiliser les gens sur cette problématique. Et à partir de ce moment-là, il nous a dit proposez-moi un projet et on verra ensuite comment on peut développer tout ceci. Donc en 2017, ensuite, on s'est déplacé donc, à l'hôpital de Panzi. Je pense que Faith Fadinetti pourra vous dire que c'est la même année, on s'est retrouvés là-bas à Panzi. Et donc on s'est déplacé à Panzi. Et l'idée vraiment au début, nous on a vraiment fait le projet Recréation by LOBA. Et c'était vraiment l'idée, il devait vraiment être ponctuel. C'est-à-dire il devait vraiment être créé pour ces 15 jours
en République démocratique du Congo pour l'hôpital Panzi. Donc l'idée, vu que Bolewa Sabourin et William Jaboum sont 2 danseurs, c'était de proposer des cours de danse aux femmes victimes de violences et notamment du viol utilisé comme arme de guerre à Panzi. Donc pendant 15 jours, les cours de danse ont eu lieu. Et en fait, un peu le hasard, enfin, même s'il n'y a pas forcément de hasard dans la vie, mais le hasard des choses a fait que les cours de danse étaient juste avant des groupes de parole. Et en fait, au bout de 15 jours, en parlant régulièrement avec le psychologue qui animait du coup ces temps de groupe de parole, ils se sont vraiment rendus compte que la parole suite aux cours de danse était libérée, un peu plus profonde, et qu'ils arrivaient à vraiment aborder des choses, des choses du récit traumatique des victimes qu'avant ils avaient un peu plus de mal à aborder. Donc fort de cette expérience, on est revenu en France et on s'est dit pourquoi faire un projet ponctuel, pourquoi pas finalement le projet Recréation by Loba, pourquoi il ne pourrait pas durer et justement permettre à toutes les femmes victimes de tout type de traumatisme de se réapproprier leur corps. Donc depuis 2017, donc on est revenu à Paris. On a nos bureaux dans Paris Centre et on a vraiment décidé de travailler donc en partenariat avec des centres qui accueillent et qui accompagnent les femmes victimes de violences et de proposer des ateliers de danse comme thérapie. Donc ces ateliers-là, ils durent 2 heures et en fait on alterne entre des temps dansés et des temps de groupe de parole. Nous, vraiment, ce qui était vraiment important pour nous, c'est de ne pas forcément faire de l'art-thérapie, mais vraiment de la danse comme thérapie, c'est-à-dire qu'on a 2 personnes qui vont animer l'atelier, et ces 2 personnes, elles sont expertes dans leur domaine. Donc vous avez à la fois un danseur ou une danseuse, et un psychologue ou une psychothérapeute qui sont à chaque fois experts dans leur domaine, et qui du coup jonglent ensemble pour permettre justement à ces femmes, pendant ces 2 heures, de libérer la parole, à la fois par le mouvement, et à la fois également par la parole. Donc c'est vraiment tout un travail pour permettre au fur et à mesure aux femmes de reprendre un peu confiance en elles, de retrouver l'estime, de se réapproprier leur corps. Tout à l'heure, on parlait pendant le déjeuner de toute la problématique un peu de l'oubli parfois en France du travail par le corps, alors qu'on sait que les traumas finalement sont quelque chose qui sont beaucoup somatisés dans le corps. Et nous, c'était vraiment l'importance de redonner au corps sa place centrale, qui est que quand on parle de reconstruction, il faut aussi que ça passe également par le corps et surtout par le corps. Donc là, aujourd'hui, on travaille... Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on travaille en partenariat. Donc, on essaye vraiment de développer notre projet à Paris et en région Île-de-France. Donc, on travaille en partenariat avec différentes associations, centres ou hôpitaux. Donc, on travaille avec l'association Icambéré, qui est située dans le 93 et qui accueille et accompagne des femmes porteuses du VIH. On travaille également avec le CHU Pluriel dans le 9e arrondissement de Paris, qui héberge des jeunes femmes entre 18 et 25 ans qui sont dans une situation d'errance. Et on travaille également avec l'hôpital Avicenne et son service de maladies infectieuses et tropicales, et du coup qui vient de mettre en place un parcours de santé sexuelle et précarité, et qui justement essaye, met en place au fur et à mesure des propositions, des ateliers pour permettre vraiment aux femmes de travailler l'estime de soi. Donc on développe tout ça au fur et à mesure depuis cette année. Et en fait, l'idée l'année prochaine, je pense que comme Fight for Dignity, on a des projets très parallèles. L'idée l'année prochaine, c'est de partir en recherche-action. Donc c'est vraiment d'essayer de travailler justement sur toute cette matière, cette pratique de terrain, et de pouvoir ensuite démontrer la valeur scientifique de notre protocole de soins de danse comme thérapie, et de voir si ça sera la question, de voir comment la danse influence, quel est l'impact sur l'évolution de vie de nos femmes bénéficiaires. Donc là, on part sur une modalité de recherche-action pour 3 ans, à partir de janvier 2020. On est en pleine recherche d'un doctorant ou d'une doctorante en psychologie, et pour après ensuite pouvoir voir avec plusieurs spécialistes, que ce soit de l'anthropologie ou de la psychologie ou du juridique, pour voir qu'est-ce qui pourrait vraiment permettre à ces femmes de revenir vers une reconstruction et une réappropriation du corps. Je terminerai juste sur quelques mots. Nous, vraiment, l'importance de nos ateliers, c'est qu'on essaie toujours de travailler en partenariat avec des centres qui, eux, ont déjà, comme l'hôpital Panzi, ont déjà un parcours pluridisciplinaire. Moi, ce que j'ai remarqué aussi au cours de mes études, c'était vraiment l'importance de travailler en réseau et justement de permettre à chaque professionnel d'avoir son expertise, mais qu'il était vraiment primordial et essentiel que chaque personne puisse communiquer sur des victimes, et qu'on puisse l'apprendre dans une globalité, avec, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, avec toutes les questions qui peuvent être médicales, psychologiques, juridiques et à la fois économiques. Voilà.
D'accord. Donc j'ai un petit blanc. Votre démarche est finalement, pour les adultes, assez similaire à celle que nous avons utilisée pour les enfants à Panzi. Nous pratiquons uniquement par thérapie par le jeu, et avec une thérapie par le jeu qui est très construite, très systématique. C'est-à-dire, on sait que tel jeu va favoriser l'essence, le contact du corps, qu'un autre va permettre à l'enfant de s'inscrire dans sa lignée, parce que si on lui fait chanter des chants ou des danses qui se rapportent à son ethnie, par exemple, il retrouve une identité qui s'inscrit dans sa propre histoire. Ou bien alors, si c'est la question de pouvoir exprimer ce qu'il ne veut pas exprimer, on va le faire à travers les contes, on va le faire à travers le dessin, etc. Et donc on a tout au long de l'année, séance par séance, une succession de jeux qui sont des jeux qu'on a pêchés en principe chez nous, mais qui ont été transposés complètement dans la culture africaine avec des transpositions importantes par l'équipe. Et donc ça, ce sont des programmes qui sont vraiment très très complets. La grosse difficulté que nous rencontrons, et que je pense qu'on ne rencontre pas en France, c'est qu'on ne peut pas faire jouer des enfants qui vont à un moment donné se retrouver confrontés à leur propre traumatisme ou des parties de leur traumatisme, suivant ce que la mémoire traumatique aura retenu, un visage, un son, une image qui vont être terrifiants pour eux, ils vont se mettre à trembler, ils vont avoir peur. On ne peut pas le faire si on n'a pas réussi à recréer ce que j'appelle une bulle de sécurité autour d'eux, c'est-à-dire une sorte d'espace imaginaire, en tout cas, dans lequel ils peuvent s'exprimer, dans lequel ils ne vont pas immédiatement ériger des mécanismes de défense qui ne leur permettront pas cette expression. Or, ériger une bulle de sécurité dans un village, pour le moment, autour de Bukavu, alors qu'ils croisent leur agresseur, alors qu'on a tenté de les kidnapper la veille, et même si on sait que c'est une sécurité virtuelle, alors on a la danse, on a des rites, on a des personnes du village qui accompagnent aussi la thérapie, on essaye de le faire, mais je dirais qu'il y a d'une part tout ce qu'on peut faire exprimer et à la manière de reconstruire un enfant par la thérapie, par le jeu, par la danse, par tout ce que vous voulez, et puis ce monde de l'anxiété dans lequel il est dévoré, et nous parvenons très difficilement, ça a été très long maintenant, vraiment c'est étudié du début jusqu'à la fin, c'est cette question de la bulle de sécurité. Mais voilà par exemple, quand je disais que les conditions diffèrent quand on se trouve ici ou quand on se trouve là-bas, mais ce sont des choses comme ça qui arrivent. Et alors, deuxième petite chose, Adélaïde Blavier disait que oui, un facteur de résilience, c'est la communauté, mais la communauté, elle est complètement traumatisée. La détresse parentale, elle est majeure. 85%, 90% des parents sont dans un état de détresse parentale effrayant. Et donc cette communauté, à la fois, elle a peur, à la fois elle revendique, à la fois elle est en colère, à la fois elle fait des marches de colère, ou bien elle va brûler vif quelqu'un qui est supposé avoir été un agresseur. Donc c'est un facteur de résilience, mais c'est aussi un des facteurs sur lesquels on doit se pencher, parce qu'il doit faire partie de l'ensemble. Voilà. Merci Véro. On n'a pas énormément de temps, c'est vrai. Oui, je vais juste présenter un tout petit peu avant. Bonjour à toutes et tous. C'est vraiment très émouvant d'être ici, d'avoir autant de témoignages et autant de spécialistes, de personnes qui sont concernées directement, indirectement par cette thématique-là, des violences sexuelles et de leurs répercussions et de leur prise en charge. Moi également, comme Loba, alors je m'appelle Samantha Vigne, je suis psychologue clinicienne et je suis également ingénieure d'études pour l'association Fight for Dignity qui propose du karaté adapté comme outil de médiation thérapeutique pour des femmes ayant vécu des violences sexuelles. On va vous passer ce petit trailer avant toute chose et ensuite je vous expliquerai un peu plus en détail ce qu'on fait. Permis de connaître mon corps, et c'est parce que
j'ai connecté celui-ci à mon mental, que je suis forte, confiante. J'ai aiguisé mes sens, j'ai identifié mes émotions, je les ai acceptées et je les ai maîtrisées. Fight for Dignity est né. C'est quand même une triple championne du monde qui me dit à moi, tout ce que je fais, c'est bien. À l'arrivée, travailler avec son corps, ça te recentre, ça te connecte à quelque chose de réel, la terre, tes cellules, ta respiration, être vivante. Quand t'as cru mourir, être vivante, c'est super fort, quoi. Le viol marque et empêche de vivre, de parler, d'aimer, de travailler. La culpabilité, la honte, c'est encore moi qui la porte. Qui je suis pour que ça soit à moi que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Le karaté, ça m'aide beaucoup. Parce que l'objectif pour moi, c'est de pas sombrer. Comme je disais, de rester debout et pouvoir rester maman. Solidarité avec les femmes du monde entier. Alors, je représente l'association Fight for Dignity et la fondatrice Laurence Fischer que vous avez vue, donc qui est à l'origine de ce projet, elle-même triple championne du monde de karaté, et qui s'est dit, par tout le poids de son expérience, il y a quelque chose à faire avec cet art martial. Il y a quelque chose à faire, déjà par le sport, de manière générale, le sport comme outil de revalorisation, que ce soit personnel ou au niveau social, facteur d'inclusion sociale, et potentiellement de reconstruction. Cette idée-là, ça lui est venue quand elle était déjà engagée sur plusieurs chantiers au niveau du sport, le fait de promouvoir le sport comme outil de vecteur d'inclusion sociale. Ça l'a amenée jusqu'en République démocratique du Congo, en 2014, où elle a fait la connaissance de Denis Mukwege, de ses équipes, et qu'elle a pris connaissance de toute l'ampleur de ce qui se jouait et de ce qui se joue toujours dans la région du Kivu, dans la ville de Bukavu, et de ce que font les équipes du docteur Mukwege avec ces femmes qu'il répare constamment. Elle s'est dit qu'elle avait quelque chose à apporter par son expérience propre de championne, mais aussi personnelle, de ce que le karaté avait pu lui apporter à elle. Qu'est-ce que ça avait pu lui apporter en tant que jeune fille quand elle a commencé à l'exercer et quand ensuite elle est devenue triple championne du monde. Ce qu'elle en a ressorti, c'est que et ce qu'elle souhaitait communiquer par cet atelier-là, par ce dispositif-là qu'elle a créé, c'est d'utiliser les valeurs propres à l'art martial, qui ne sont pas celles que potentiellement on pourrait avoir tout de suite en tête, où on se dit karaté, sport de combat, il y a quelque chose qui relève de la violence. La réalité, c'est que c'est tout le contraire qui s'opère. C'est que sur la philosophie de l'art martial, on est directement sur des principes de connexion ou de reconnexion du corps avec l'esprit, de gestion émotionnelle, de gestion de sa force, de meilleure connaissance de soi, d'acceptation de soi, qui sont les bases, les axes principaux de cette philosophie martiale qu'est le karaté. Elle a voulu apporter ça auprès du public que les équipes du docteur Mukwege à l'hôpital de Panzi voient. C'est ce qu'elle a fait de manière assez expérimentale au début. Elle s'est dit, ok, bon, allons-y, je vais proposer des séances de karaté à ces femmes, mais je suis très au fait de ce qu'elles ont vécu. Je sais ce qu'elles ont vécu, on m'en a parlé, le docteur Mukwege m'en a parlé. Elle est sensibilisée au psychotrauma, elle savait qu'une pratique classique du karaté serait trop exposante pour elle. Ce qui lui a donné l'idée de proposer une pratique adaptée. Par adapté, j'entends qu'aucun coup n'est porté directement sur l'autre. On est plutôt dans une optique de mise en mouvement du corps, de remise en mouvement.
Et pour des femmes qui ont vécu des faits absolument atroces, qui se sont détachées littéralement de leur corps, qui ne sont plus présentes dans leur corps et dans leur esprit, le fait de se reconnecter à soi, à son corps, c'est quelque chose d'assez magistral. Et elle a proposé cet atelier, il y a quelque chose qui en est ressorti. Elle a vu que les femmes, à Bukavu, lui disaient qu'il y a quelque chose qui se faisait. Quand elle faisait du karaté, tout ensemble, des femmes qui étaient tout à la maison de convalescence, la maison d'Orcas, qui est juste à côté de l'hôpital de Panzi, où toutes les femmes vont, elles pratiquent ensemble, en groupe, elles ont toute une tenue, toute la même tenue, toute la même ceinture, elles ont toutes les mêmes problématiques, c'est un groupe de pairs. Le fait de le pratiquer tous ensemble, de pratiquer cette version adaptée, où il y a énormément de travail qui est fait au niveau de la connexion à soi, le fait de se sentir, de ressentir son corps, de ressentir ses émotions, peut-être même pour certaines femmes de les sentir pour la première fois, d'être en interaction avec des femmes qui ont les mêmes parcours de vie qu'elles, il y avait quelque chose qui se passait. Elle est repartie en France et elle a décidé de lancer véritablement ce dispositif à plus grande échelle et d'aller vers un dispositif beaucoup plus structuré. Elle souhaitait vraiment diffuser, développer cette pratique. Elle a commencé, après avoir rencontré le docteur Rada Hatem, qui donc, a créé la Maison des Femmes, dont vous allez entendre parler juste après pour les personnes qui ne connaissent pas. Elle a décidé de mettre en place un dispositif de karaté adapté à la Maison des Femmes à Saint-Denis pour répliquer ce qu'elle avait lancé au Congo et ce qui se fait toujours d'ailleurs, chaque semaine, à l'hôpital, à la Maison d'Orcas. Elle a souhaité répliquer ce modèle-là à la Maison des Femmes de Saint-Denis pour voir si, là aussi, il y a quelque chose qui se faisait, mais dans une optique de diffusion de cette pratique. Ces cours-là, ils ont commencé il y a environ 2 ans, maintenant, à la Maison des Femmes. Et force est de constater qu'effectivement, il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait auprès de ces femmes. Elles sont dans cette pratique du karaté, elles se sentent apaisées, elles se sentent en connexion avec les autres personnes qui sont là, elles se sentent entendues et comprises. Ce qui est très important aussi, c'est qu'elles ne sont pas non plus dans n'importe quelle structure, comme c'est le cas au sein de l'hôpital de Panzi ou de la Maison d'Orcas. Ces structures de soins, que ce soit l'hôpital de Panzi ou la Maison des Femmes, sont des structures de soins qui fonctionnent sur un modèle holistique, où la personne est mise au centre de son accompagnement. Elle est mise au centre. C'est centré sur elle, sur ses besoins. Et c'est pour ça qu'elle a souhaité le développer là-bas. En proposant ce dispositif centré sur le corps, en utilisant le corps comme outil de résilience dans une structure où la prise en charge est centrée sur la personne, elle s'est dit que ça allait être quelque chose qui allait donner des résultats. Et pour en être sûre du fait que ça donne des résultats, elle a souhaité, comme je vous disais juste avant, structurer ce dispositif-là. Dans cette optique, elle a lancé un protocole de recherche-action pour avoir une évaluation de ce qui est vraiment en jeu dans le cadre de ces ateliers. Qu'est-ce qui joue? Est-ce qu'effectivement, il y a des effets bénéfiques qui en ressortent? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait appeler thérapeutique dans ce qui se passe dans cet atelier karaté? Pour ce faire, elle a conduit en partenariat avec le laboratoire de Strasbourg en sport et sciences sociales, qui a mandaté toute une équipe qui travaille sur ce protocole de recherche-action. Et je suis l'une des principales investigatrices de ce projet en tant que psychologue et ingénieure de recherche, où on se penche par le biais d'analyses qualitatives et quantitatives sur la perception, le vécu de ces femmes. Qu'est-ce qui leur sort? Qu'est-ce qu'on peut éclairer à la lumière du scientifique? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour dire que ça marche, pour que, in fine, ce qu'on souhaite de tout cœur, que cette pratique vraiment s'institutionnalise et se développe au maximum. Parce que pour nous, on en est absolument convaincus, mais on a besoin que la science le dise aussi, pour nous, cette approche centrée sur le corps qui permet aux femmes de se reconstruire, de reconstruire ou de construire tout simplement une meilleure estime d'elles-mêmes, une
bienveillance à l'égard de qui elles sont, à l'égard de leur corps que potentiellement elles ont perdu ou qu'elles n'ont jamais eu. Pour nous, c'est quelque chose de primordial qu'on souhaite diffuser au plus grand nombre. Un grand merci pour toute cette présentation et puis vraiment une source d'inspiration très grande et puis beaucoup de pratiques à développer. Donc je vous remercie.